Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la co-intégration. Alors, si vous voulez, cette euh, théorie économétrique qui a été initiée par le prix Nobel Cliff Granger lui a permis de décrocher le prix Nobel en 2003 avec Monsieur Robert Engel, plutôt célèbre par la modélisation Garch en finance. Mais au fait, l'Académie royale de Suède leur a attribué ce prix Nobel pour reconnaître et saluer les travaux relatifs aux méthodes de série temporelle qui a été une véritable révolution à partir des années 80. Donc, le travaux sur la co-intégration, sur les modèles à correction d'erreurs et sur le modèle Garch sont devenus aujourd'hui incontournables pour toute personne qui se prétend être économètre et qui fait de l'économétrie moderne. Et donc, on commence par une petite question très simple. Imaginons que la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, ou la BCE, la Banque centrale européenne, baisse son taux d'intérêt. Ça ne saurait tarder, hein, en juin, on parle de juin. Comment alors vont réagir les bourses mondiales? Le CAC 40, le S&P, le DAX, le Nikkei, etc. Comment va réagir le marché obligataire? Les taux d'intérêt à 10 ans principalement. Comment va réagir le dollar? Il va s'apprécier, il va se déprécier. Comment va réagir l'or? Comment va réagir le marché immobilier? Comment va réagir les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin? Quel impact aura cette baisse possible du taux d'intérêt sur le taux de chômage, sur la croissance économique? Une autre question, et on l'a vécu ces 2 ou 3 dernières années, comment les augmentations des prix du pétrole, du gaz naturel se sont transmises auprès de l'énergie pour les entreprises et pour les ménages? Quels impacts avaient-ils sur la consommation, sur l'investissement, sur la croissance, sur l'inflation? Et donc, ce n'est pas les questions qui manquent, mais c'est l'outil empirique qu'on doit mobiliser pour répondre à cette question. Cet outil n'est autre que l'analyse multivariée des séries temporelles de l'un des, 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 des meilleurs spécialistes était Cliff Granger. Et donc, c'est la théorie de la co-intégration, c'est les modèles à correction d'erreurs, c'est les modèles vectoriels autorégressifs et la causalité de Granger qui vont nous permettre modestement d'apporter des réponses et des tentatives de réponse aux questions que nous avons posées auparavant. Et donc, je vais faire un petit rappel pour dire que ici, nous sommes en présence d'une régression multiple. Nous avons une variable à expliquer qui est Y. Nous avons des variables explicatives. Et donc, comme exemple, peut-on expliquer l'évolution de l'indice parisien CAC 40 par l'évolution des dividendes des actions cotées à la Bourse de Paris, par l'évolution du taux d'intérêt, par le taux de change euro-dollar, par le pétrole et par d'autres variables. Et donc, c'est ça la question qu'on peut poser. Mais si vous voulez, je dis toujours le degré zéro de l'économétrie, c'est tester la stationnarité des variables que nous sommes en train d'analyser. Je le répète, le degré zéro de l'économétrie consiste à tester la stationnarité des variables que nous sommes en train d'utiliser pour effectuer des régressions. Et donc, toute régression entre des variables non stationnaires peut donner naissance à des régressions qui n'ont aucun sens économique, ce que notre maître Granger en 1974 a appelé spurious regression. Et en français, on appelle ça des régressions fallacieuses. Et donc, au fait, M. Granger et Newbold en 1974, dans un article fondateur et sur la base de simulations, on met en évidence que l'estimation de modèles économétriques sur des variables non stationnaires soulève beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que les estimateurs des coefficients ne sont pas convergents. Deux, et c'est très important,
c'est que les statistiques des tests conventionnels qu'on utilise en économétrie, comme le test de Student pour tester la significativité des coefficients, comme le test de Fisher pour tester la significativité globale des paramètres et donc le coefficient de détermination, ne suivent plus leur distribution habituelle sous l'hypothèse nulle, même asymptotiquement. Et par conséquent, les valeurs critiques habituelles ne sont plus appropriées et donc les conclusions seront erronées et donc seront fallacieuses. Et donc, à titre d'illustration, Monsieur Granger a dit, oui, lorsque vous faites des estimations de variables non stationnaires, vous risquez d'avoir des coefficients de détermination très élevés. Et donc, vous allez aller vite en besoin de dire, ah, on a une très bonne, très bonne adéquation du modèle avec les données. Et donc, on peut conclure rapidement qu'il y a une validité du modèle. Or, la statistique de Durbin-Watson, en général, va converger vers zéro au fur et à mesure que le nombre d'augmentations augmente, ce qui peut être paradoxal. Et donc, si vous voulez, ça, c'est une véritable critique et remise en question de tout ce qui se faisait avant. Alors, il y a une solution, mais cette solution a été critiquée par Granger parce qu'il dit, oui, pour éviter le risque de sport segregation, il y a une stratégie d'évitement, c'est on va faire appel à des filtres de différence première pour éliminer les tendances stochastiques. Et donc, cachez-moi ces tendances que je ne saurais voir, je vais mettre la poussière sur le tapis. Et donc, pour cela, je me débarrasse de la non-stationnarité. Et donc, après, on va faire le modèle VAR. Ce que dit M. Granger, et il a raison, c'est que si on fait systématiquement une différence première pour éliminer les tendances stochastiques, on va perdre l'information de long terme qui est contenue dans la tendance. Parce que la tendance, c'est toujours la composante de long terme d'une série temporelle, et donc il contient l'information de long terme. Et donc, éliminer les tendances, ça veut dire passer sous silence la potentialité et l'éventualité d'existence de relations de long terme entre ces variables. Et en économie, ça nous intéresse le long terme parce que le long terme, en général, est assimilé à l'équilibre et toute la théorie économique tourne autour de l'équilibre. Bonne nouvelle pour Granger, il a dit, il est possible que des séries soient non stationnaires et pourtant, ils puissent, à travers une combinaison linéaire, donner quelque chose qui est stationnaire. Autrement dit, imaginons deux séries temporelles x et y qui sont non stationnaires, ça veut dire qu'ils contiennent une racine unitaire dans leur structure. Et donc, la combinaison linéaire, c'est-à-dire je vais écrire y est égal à a plus bx, cette combinaison linéaire peut donner naissance à une composante ou un ensemble stationnaire. Et donc, la combinaison linéaire de deux ou de plusieurs variables, la combinaison linéaire de deux ou plusieurs variables non stationnaires peut être stationnaire. Et donc, c'est l'idée de base de la co-intégration. L'idée de base de la co-intégration. Autrement dit, les séries temporelles qui décrivent des variables économiques peuvent s'éloigner à court terme les unes des autres, mais marcheront ensemble à long terme. Ça veut dire qu'il y a une co-intégration, il y a ce qu'on appelle un common trend. Et donc, l'apport majeur de la théorie de la co-intégration réside dans le fait qu'il rend possible le fait d'effectuer des régressions entre des variables non stationnaires et donc de tester l'existence potentielle de relations de long terme stables, des relations d'équilibre entre ces variables. Et donc, c'était une rupture et une véritable révolution. Et donc, Granger a effectué des travaux avec Engel. Ils ont introduit un test Engel-Granger en 1987. Oui, il y avait une contribution majeure de M. Johansson qui, à partir des années 90 et en 1994, il a proposé un test, pour tester l'existence de relations entre les variables. Et donc, je vais juste donner quelques exemples graphiques et après, je vais revenir
au test. Donc ici, par exemple, vous avez la courbe de Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis en couleur bleue. Et là, vous avez le taux d'intérêt de court terme aux États-Unis. Et on voit très bien qu'ils ont un common trend, ils ont une tendance commune. Et donc, tendanciellement, ils bougent ensemble, ils évoluent ensemble. Et à court terme, ils peuvent dévier l'une de l'autre, ils peuvent s'écarter, mais à long terme, ils ont une tendance commune. Vous avez aussi le célèbre relation entre le dollar et le pétrole. Et donc ici sur le graphique, vous voyez la courbe bleue qui représente le pétrole et vous avez la courbe marron qui représente l'indice de dollar inversé. Et on voit très bien qu'à court terme, ça peut dévier, mais à long terme, ils ont une tendance commune, ils ont un common trend. Et ici, pareil, vous avez le S&P 500 et vous avez le taux d'intérêt. Vous avez le price earning ratio. Le price earning ratio, c'est-à-dire la division du prix, de la cotation sur les earnings, sur les rentabilités ou sur les profits, sur les dividendes. Hein. On va essayer le price earning ratio, c'est connu en finance. Et donc, en fait, si on compare le price earning ratio du 500 valeurs qui composent l'indice américain, on voit très bien qu'ils ont une relation de long terme avec le taux à 10 ans, ça veut dire le marché obligataire. Et donc, il y a une potentielle co-intégration entre le marché obligataire et le marché action aux États-Unis d'Amérique. Donc, je présenterai les tests d'Engel-Granger et de Johansson dans une leçon prochaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.